L'ombre venue de l'espace par Auguste Derlet. S'il est vrai que la vie de l'homme se déroule éternellement aux confins de l'abîme, il a été donné sans nul doute à certains d'entre nous de prendre conscience de ces gouffres, d'en avoir comme une sorte de prescience. Pendant un instant catastrophique, ils ont pu s'approcher de ces affreux mystères, presque les toucher du doigt. C'est alors que les épouvantables puits sans fond du savoir auxquels ont à peine bu les plus brillants d'entre nous, prennent l'allure d'entités ténébreuses, capables de terrasser les cœurs les plus courageux, d'épouvantes accourues des plus lointaines frontières du temps. Y a-t-il vraiment un homme vivant qui connaisse les véritables origines de l'humanité ou la place de l'homme dans l'univers? Qui peut dire si la fin dernière de l'homme n'est pas le sort de l'abject ver de terre? Des épouvantes hantent chaque nuit les couloirs du sommeil, et pas toujours détachés des réalités de la vie de tous les jours. Quant à moi, chaque jour je ressens la présence d'un monde supplémentaire au nôtre, et ce n'est pas tout à fait une hallucination. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'en était pas ainsi avant ma rencontre avec Amos Piper. Je m'appelle Nathaniel Corey et pratique la psychanalyse depuis un peu plus de 50 ans. Auteur d'un manuel et d'innombrables monographies publiées dans les journaux spécialisés, j'ai exercé bien des années à Boston, après avoir étudié à Vienne. C'est seulement dans la dernière décennie, dans ma demi-retraite, que je suis allé m'installer dans la ville universitaire d'Arkham. J'ai une réputation d'intégrité chèrement acquise, et ce qui va suivre l'infirmera sans doute. Je prie, je supplie qu'on réfléchisse, et qu'on y voie plus qu'une imagination fertile. C'est un pénible instinct d'intuition prémonitoire qui me pousse enfin à mettre sur le papier l'exposé du problème le plus intéressant, le plus stimulant, certes, que j'ai rencontré dans toute ma carrière. Je n'ai pas pour habitude de faire des déclarations publiques au sujet de mes patients. Je me vois pourtant contraint, eu égard aux circonstances particulières qui accompagnent le cas d'Amos Piper, de mettre au jour certains faits. Rapprochés d'autres, en apparence, sans rapport avec eux, ces faits peuvent, peut-être, prendre un peu plus de relief qu'ils n'en montraient quand j'en eus d'abord pris connaissance. Il y a des puissances de l'esprit ensevelies dans les ténèbres, peut-être aussi y a-t-il des puissances des ténèbres qui échappent à notre compréhension. Et je ne fais nullement allusion ici aux sorciers, aux magiciens, aux fantômes, aux farfadets, compléments indispensables des civilisations primitives. Je parle de pouvoir infiniment plus vaste, plus terrible, bien au-delà de ce que peut imaginer notre petite humanité. Le nom d'Amos Piper n'est pas inconnu de bien des gens qui se souviennent d'avoir lu il y a quelques dizaines d'années et plus des articles d'anthropologie portant sa patte. Je le rencontrai pour la première fois lorsqu'un jour de 1933, sa sœur, Abigail, le décida à venir me consulter. C'était un homme de haute taille, sans doute jadis corpulent. Aujourd'hui, ses vêtements, comme s'il avait perdu récemment beaucoup de poids, flottaient sur sa vaste charpente. Il semblait avoir plus besoin de soins médicaux classiques que d'une analyse. Or, sa sœur m'expliqua qu'il avait vu les médecins les plus compétents. Tous avaient conclu que, chez lui, c'était l'esprit qui était atteint, et que ce n'était pas de leur ressort. Plusieurs de mes collègues m'avaient recommandé à Miss Piper. Quelques autres professeurs de l'université de Miskatonic avaient joint leurs recommandations à celles des médecins consultés par Piper. Et le voilà. Miss Piper me donna quelques indications concernant le cas de son frère, pendant qu'il se détendait un peu dans ma salle de consultation. Elle tira un portrait de fond avec une brièveté louable. Piper semblait être la victime de certaines hallucinations terrifiantes. Quant à l'état de veille, il fermait les yeux ou baissait les paupières. Ces hallucinations prenaient les formes de visions. Elles se transformaient ensuite en songes quand il dormait,
ce qu'il n'avait pas fait depuis environ 3 semaines. Cette insomnie avait provoqué une telle perte de poids que le frère et la sœur commencèrent à s'inquiéter. Pour commencer, Miss Piper m'apprit que son frère avait 3 ans plus tôt souffert d'un effondrement nerveux au théâtre. Ce collapsus avait duré si longtemps que Piper ne semblait revenu à lui que depuis 1 mois. Sa nouvelle obsession depuis ce mois, et si c'en était une, avait commencé 1 semaine après son retour à la normale. Il semblait à Miss Piper qu'il pouvait y avoir un lien logique entre l'état précédent de son frère et celui qui suivit après une courte période de son retour à l'état normal. Les drogues avaient réussi à le faire dormir, mais n'étaient pas parvenues à retirer les rêves. Il semblait au docteur Piper d'une nature particulièrement horrible, au point qu'il hésitait même parfois à en discuter. Miss Piper répondit avec franchise à mes questions, mais montra une certaine méconnaissance de l'état réel de son frère. Elle m'assura qu'à aucun moment il n'avait été violent, mais souvent distrait, détaché du monde, où il aurait vécu comme dans une coquille, l'isolant du monde extérieur. Après le départ de Miss Piper, j'allais voir mon malade. Je le trouvais assis près de mon bureau, les yeux grands ouverts, des yeux doués de qualité hypnotique. Il me parut ne les tenir ouverts que par un effort de volonté. Les globes étaient injectés de sang, les iris nébuleux. Très agité, il s'excusa tout de suite de sa visite sur ce qu'il ne pouvait faire autrement que céder aux instances de sa sœur. Il était d'autant plus réticent que son cas était, en tout cas selon lui, désespéré. Je lui dis que Miss Abigail m'en avait donné un aperçu et cherchait à calmer ses craintes. Je parlais de façon apaisante en termes vagues. Piper écoutait avec un respect poli, cédant apparemment au ton négligent et banal par lequel je me suis toujours efforcé d'inspirer la confiance. Quand enfin je lui demandai pourquoi il ne pouvait pas fermer les yeux, il répondit sans une once d'hésitation, et très simplement. « J'ai peur. » « Pourquoi ? Pouvez-vous le dire ? Souhaitez-vous le dire ? » Je me souviens encore de sa réponse. « Dès que je ferme les yeux, apparaissent dans mon regard des figures et des dessins d'une géométrie étrange. À l'arrière-plan, il voyait dans la lumière rouge des formes encore plus sinistres, ressemblant à de gigantesques créatures, et des tailles horribles, douées d'intelligence, mais une intelligence à des milliers de lieues de la nôtre. Je le pressais de me faire la description de ces créatures. C'était difficile. Ces portraits étaient vagues, mais plutôt terrifiants en ce qu'ils laissaient entrevoir. Aucune de ces créatures ne semblait nettement formée, sauf certains cônes rugueux qui auraient pu être d'origine aussi bien animale que végétale. Cependant, il parlait avec tant de conviction, s'efforçant à cerner les contours des choses qui l'obsédaient, que je fus frappé par la vigueur de son imagination. Peut-être y avait-il un rapport entre ces fantasmes et la longue maladie qui l'avait accablé. Il n'avait manifestement aucune envie de parler de tout ça, mais après un moment, il y revint, de façon incertaine et désordonnée. J'eus beaucoup de mal à reconstituer la suite des événements. Il avait 49 ans quand son histoire commença. Il assistait à une représentation de La lettre de Maugham, quand au milieu du 2e acte, il s'était évanoui. On l'avait porté jusqu'au bureau du directeur et on fit tous les efforts pour le ranimer, mais sans succès. Finalement, il fut ramené chez lui par une ambulance. Les médecins passèrent encore quelques heures à son chevet, s'épuisant en tentatives vaines pour le faire revenir à lui. Ils échouèrent, et Piper dut être hospitalisé. Durant 3 jours,
Il resta dans un état comateux, au bout desquels la conscience finit par lui revenir. On remarqua cependant aussitôt qu'il n'était pas tout à fait lui-même. Sa personnalité semblait avoir été profondément désorientée. Les médecins crurent d'abord qu'il avait été victime d'une attaque banale, mais cette théorie, qu'aucun symptôme ne pouvait corroborer, fut abandonnée avec quelques regrets. Ce mal de Piper était si profond qu'il n'arrivait à accomplir les gestes les plus communs du quotidien qu'avec des difficultés immenses. Une chose sautait aux yeux, c'est qu'il avait le plus grand mal à attraper les objets. Cependant, rien ne clochait dans son état physique. Ses articulations, à l'examen, se révélèrent absolument normales. Il n'agissait pas comme un être doté de doigts. Il écartait largement le pouce et l'index. On eût dit que, dans ce geste de préhension, il était trahi par la paralysie des autres doigts. Le tout ressemblait davantage à une griffe qu'à une main humaine. Et ce n'était pas le seul aspect de son inquiétante guérison. Il avait réappris à marcher, mais il avançait avec difficulté, à tout petits pas, comme s'il manquait de puissance dans les jambes. Il avait eu aussi, pour apprendre à parler, des difficultés confondantes. Il s'exprima d'abord avec les mains, et dans ses tentatives, il faisait le même mouvement de griffe que pour attraper les objets. Dans le même temps, il émettait de curieux sifflements dont le manque de sens le troublait manifestement. Cependant, on perçut que son intelligence ne semblait nullement avoir été atteinte, car il apprenait rapidement et en une semaine, il s'était rendu maître de tous les gestes prosaïques de la vie quotidienne. Mais si son intelligence était intacte, la mémoire de sa vie était complètement abolie. Il n'avait reconnu ni sa sœur ni aucun de ses collègues à l'université de Miskatonic. Il affirmait ne rien savoir d'Arkham, du Massachusetts, et très peu des États-Unis. Il fallut lui réinculquer toutes ces notions. Cela ne prit pas beaucoup de temps, moins d'un mois. En très peu de temps, il assimila tout ce qu'on lui exposait. Il redécouvrit le savoir humain. Il manifesta une mémoire incroyable de tout ce qu'on lui avait dit, de tout ce qu'il avait lu. En fait, sa mémoire était infiniment plus efficace après qu'avant sa maladie. Sa rééducation achevée, bien entendu. C'est seulement après que Piper se fut adapté à sa nouvelle situation qu'il s'engagea dans ce qu'il appelle lui-même une démarche inexplicable. Bénéficiaire d'un congé illimité à l'université de Miskatonic, il entreprit des voyages fréquents et lointains. Cependant, il n'avait aucune connaissance personnelle ni directe de ces voyages quand il vint me voir. Il ne se souvenait pas non plus de ce qui avait pu lui arriver après sa guérison, survenue 3 ans après le début de cette étrange maladie. Rien ne semblait, même de loin, à des souvenirs personnels dans ses récits de voyage, parce qu'il n'en avait pas. C'est extraordinaire si l'on songe à la mémoire proverbiale dont il avait fait preuve pendant sa maladie. On lui avait dit que, depuis sa guérison, il avait visité des coins étranges et reculés du globe, des déserts d'Arabie, des vastitudes de la Mongolie inférieure, le cercle arctique, les îles de Polynésie, les Marquises, l'antique pays des Incas et bien d'autres. Je le répète, il n'avait pas conservé le moindre souvenir de ce qu'il y avait fait. Rien dans ses bagages n'aurait pu l'éclairer. Il y avait bien 2 ou 3 fragments, la plupart en pierre, de ce qui aurait pu être une écriture archaïque et hiéroglyphique. Mais le premier touriste venu en aurait recueilli tout autant pour sa modeste collection. Entre ces voyages mystérieux, Amos avait passé son temps à lire, et avec une inconcevable rapidité, dans toutes les bibliothèques du monde. En commençant d'ailleurs par celle de l'université de Miskatonic à Arkham, bien connue pour détenir certains manuscrits interdits et des livres accumulés au cours des siècles depuis la période coloniale. Il avait été jusqu'au Caire en Égypte pour suivre ce genre d'études, mais surtout au British Museum de Londres et à la Bibliothèque nationale de Paris. Et toutes les fois qu'il y avait été autorisé, il avait consulté d'innombrables bibliothèques privées.
Pendant la seule et courte semaine de son état normal, il s'était donné beaucoup de mal, utilisant tous les moyens possibles, télégrammes, radio, tout pour effectuer des contrôles. Ceux-ci lui démontrèrent sans conteste qu'il s'était plongé fiévreusement dans certains vieux livres dont il n'avait que très vaguement entendu parler. Certains de ces livres consacrés aux très anciennes légendes, comme les manuscrits pnacotiques, le Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred, les Unausprechlichen Kulten de von Juntz, le culte des Goules du comte d'Erlet, les Vermis Mysteris, le texte de Relier, les 7 livres critiques de Hsan, les chants d'Ol, le Liber Ivoris, les Seleaeno Fragments, et bien d'autres textes de la même famille, certains n'existant plus que sous forme partielle, leurs débris étant éparpillés d'un bout à l'autre du monde. Piper retrouva aussi des traces de ses recherches purement historiques, mais il était à remarquer que d'après les fiches de retrait de ses bibliothèques, celles que Piper du moins avait pu contrôler, il s'était d'abord et avant tout plongé dans les livres de légende, du surnaturel. De là seulement, il était passé aux études d'histoire et d'anthropologie. Tout indiquait que Piper avait travaillé selon les lignes de force d'une certitude. L'histoire de l'humanité ne commence pas avec les temps connus. Elle remonte à un monde incroyablement plus âgé, et cela bien avant que l'homme ait même été capable de se souvenir les prétendues périodes historiques. Les âges mythiques, on n'en trouvait trace que dans certains livres d'occultisme horribles, particulièrement horribles. On savait bien aussi que Piper avait pris contact avec des personnes inconnues de lui. Il avait obtenu d'elles des rendez-vous en des lieux divers. Ces gens, presque tous des universitaires, étaient engagés dans des recherches semblables, plutôt macabres. Un lien commun les unissait tous avec Piper, et il en avait eu connaissance lorsque, après son retour à la normale, il avait téléphoné par monts et par vaux à cette liste de noms. Chacun d'eux avait été victime d'une attaque du même genre, ou presque, que celle qui avait terrassé Piper au théâtre. Il n'y avait pas de rapport entre la façon dont Piper vivait avant sa maladie et sa vie ultérieure à sa maladie. Et pendant, il resta fidèle à sa lignée de conduite. Les étranges voyages, jamais relatés, qu'il avait entrepris peu après s'être réhabitué à vivre parmi ses semblables, après cette guérison initiale, s'étaient poursuivis pendant les 3 années où il n'avait pas été lui-même. On note 2 mois passés à Ponap, 1 mois à Angkor Wat, 3 mois dans l'Antarctique, une conférence à Paris avec de savants collègues et de rares escales à Arkham entre ces voyages. Ainsi avait-il vécu, ainsi avait-il passé son temps pendant les 3 années qui précédèrent sa guérison totale et complète. Cette période avait été suivie par une profonde secousse qui oblitéra radicalement les souvenirs que Piper aurait pu en garder. Mais son nouvel état avait apporté avec soi, hélas, une épouvante, celle de fermer les yeux. Il avait affreusement peur de voir ce que suggérait à son inconscient quelque chose de terrifiant, quelque chose qui n'était pas sans rapport avec ses rêves. C'est seulement au bout de 3 visites que je pus décider Amos à me faire le récit de ses étranges rêves, à revivre pour moi les aventures nocturnes de son subconscient, tout ce qui le perturbait et l'angoissait si profondément. C'était à peu près toujours les mêmes rêves, discontinus et parcellaires. Ils envahissaient le sommeil d'Amos sans transition avec l'état de veille. Mais par rapport à sa maladie, ils étaient agressivement significatifs. Le plus fréquent d'entre eux était un rêve récurrent. Avec quelques variations, il revenait souvent dans les récits de Piper. Le voici tel qu'il me l'a raconté. J'étais étudiant. Je travaillais dans une bibliothèque au cœur d'un bâtiment gigantesque. Je traduisais quelque chose d'une langue qui n'était pas de l'anglais. La salle de lecture était si vaste que les tables arrivaient à la hauteur d'une chambre ordinaire. Les murs n'étaient pas en bois mais entièrement faits de basalte, quoique
Les rayonnages latéraux fussent d'une sorte de bois noir. Les livres, rien que des manuscrits, étaient rédigés dans cette même langue que je pouvais écrire. Mais certains étaient en langage connu, du sanskrit, du grec, du latin, du français, et même un anglais avec toutes les fluctuations, depuis Pierre le laboureur jusqu'à nos jours. De grands globes de cristal lumineux et des machines étranges tout en tubes de verre et tiges de métal, sans aucun fil de connexion, éclairaient les tables. La pièce était d'une nudité spartiate, qui aurait été totale sans les rayonnages garnis de livres. Des pierres à nu montraient quelques sculptures antiques, toutes en forme de courbes mathématiques, et des inscriptions tracées en ces mêmes hiéroglyphes qu'on retrouvait dans les livres. La maçonnerie était gigantesque, mégalithique. Des blocs aux faits convexes s'encastrant dans des blocs concaves, en leur servant de support. Le tout élevé d'un sol composé de 8 dalles gigantesques du même basalte qui dessinaient un octogone. Rien ne pendait au mur, rien ne décorait le sol. Les rayons couraient du haut en bas et il n'y avait d'un mur à l'autre que les tables où nous travaillions debout, puisqu'on ne voyait rien ressemblant à des chaises. On ne ressentait d'ailleurs nul besoin de s'asseoir. Le jour, je distinguais à l'extérieur une curieuse forêt d'arbres qui ressemblait à des fougères. La nuit, je voyais les étoiles sans pouvoir identifier de constellation. Rien ne ressemblait aux campagnes familières de notre ciel. Et cela me remplit de terreur, car je me sentais comme dans un pays formidablement étranger, loin, très loin, de l'environnement terrestre que j'avais jadis connu et qui maintenant n'était plus qu'un souvenir, le souvenir d'une existence incroyablement ancienne. Cependant, je savais que je faisais partie intégrante de ce nouveau tout, et en même temps, je m'en sentais à moitié distinct. J'étais sans cesse plongé dans un désarroi confus. Ce qui n'était pas pour arranger les choses, je me rendais compte que j'étais en train d'écrire rien moins que l'histoire de la Terre, au temps où je croyais y avoir vécu, le XXe siècle, et cela soigneusement, avec force détails des plus minutieux. Je ne savais absolument pas pourquoi. Sans doute s'agissait-il d'accroître la formidable accumulation de savoir déjà détenue en ces millions de livres. Il y en avait dans cette salle où je me tenais, et dans les salles voisines. Tout ce bâtiment dont faisait partie la bibliothèque était un vaste magasin de connaissances. Ce n'était d'ailleurs pas le seul. Je compris aux conversations qu'il y en avait d'autres beaucoup plus loin. Partout, il y avait aussi d'autres étudiants, comme nous, occupés à écrire sur des sujets identiques. Notre travail était d'une importance capitale. Il préparait le retour de la grande race vers ces endroits de l'univers qu'elle avait occupés il y a des milliers d'éternités, avant d'en être chassée par une guerre malheureuse avec les anciens. Sans cesse, je travaillais dans la crainte et le tremblement. J'avais peur de me voir. Toujours au fond de moi-même rôdait la terreur de quelque découverte hideuse. Surtout ne pas risquer le plus bref, le plus furtif des regards sur mon propre corps. C'était davantage que de la simple peur. C'était une terreur mortelle. Peut-être redoutais-je de me découvrir pareil aux autres, car les êtres qui travaillaient autour de moi étaient tous semblables. De vastes cônes rugueux, de forme assez végétale, de plus de 10 pieds de haut. Leurs têtes et leurs mains semblables à des cerfs étaient attachées à des membres épais, pendant circulairement autour du sommet de leur corps. Ils avançaient en dilatant et en contractant une couche visqueuse attachée à leur base. Ils ne parlaient aucune langue que je connaissais.
Mais j'étais capable de comprendre les sons qu'ils émettaient parce que, comme je le savais dans mon rêve, on m'avait appris cette langue dès mon arrivée. Rien dans leur façon de s'exprimer ne ressemblait à la voix humaine. Ils communiquaient par une combinaison de sifflements étranges, de cliquetis et le grattement d'immenses griffes qui se voyaient au bout de 2 de ces 4 membres rayonnants autour de ce qui aurait pu être leur cou. À cela près, on ne leur voyait pas de cou. Si j'avais peur, c'est avant tout parce que j'étais obscurément pénétré de cette certitude. J'étais prisonnier à l'intérieur d'un prisonnier. De même que j'étais emprisonné dans un corps semblable à celui de mes compagnons. De même, ce corps était prisonnier dans la bibliothèque gigantesque. Je cherchais en vain quelques détails familiers à quoi me raccrocher. Il n'y avait rien là qui puisse rappeler la Terre telle que je l'avais connue depuis mon enfance. Mais tout me parlait d'un lieu perdu dans l'abîme des espaces. Et c'est là que je me trouvais maintenant. Je devinais que tous mes compagnons de travail étaient eux aussi des captifs. Nous eûmes quelquefois la visite de gardiens, en tous semblables à nous, mais reconnaissables à leur évidente autorité. Ils étaient courtois, mais fermes. Ils n'étaient pas menaçants et ne demandaient qu'à nous aider. Quoique ces gardiens ne fussent pas censés nous adresser la parole, l'un d'eux ne s'en privait pas. Visiblement chargés de notre éducation, ils déplaçaient beaucoup plus d'air que les autres, lesquels, je m'en aperçus, reconnaissaient son autorité. Ce n'était pas seulement pour sa qualité d'éducateur, mais on le croyait condamné. En effet, la grande race n'était pas encore prête à émigrer, et le corps qu'occupait cet instructeur était destiné à disparaître avant la migration. Il avait déjà rencontré des hommes et pris l'habitude de s'arrêter à ma table, d'abord avec quelques mots d'encouragement, puis pour bavarder. Il m'apprit que la grande race avait existé des milliards d'années avant les débuts de l'histoire, sur la Terre, sur des planètes de notre système solaire, sur des planètes d'autres galaxies. Les êtres de la grande race n'occupaient que depuis quelques siècles les corps rugueux de leur présente forme. Ils étaient bien différents de leur état originel. Celui-là ressemblait à un javelot de lumière. C'est en effet une race d'esprits non attachés à la matière, à même d'occuper n'importe quel corps après en avoir délogé celui qui l'animait. Ils avaient occupé la Terre jusqu'à ce qu'ils soient impliqués dans la lutte titanesque pour la domination du cosmos entre les dieux ancêtres et les dieux anciens. Les souvenirs de cette lutte surnageaient dans le mythe chrétien. Nos primitifs aïeux avaient fait de ce combat démesuré la lutte du bien contre le mal. De la Terre, la grande race avait pris son essor vers l'espace. Elle était d'abord allée sur la planète Jupiter, puis plus loin jusqu'à cet astre qu'ils occupaient aujourd'hui. C'était une étoile noire du taureau. Ils y vivaient sans cesse, sur le qui-vive, redoutant une invasion de ceux qui habitent près du lac de Hali. C'est là qu'était banni Astur des anciens, après le triomphe des ancêtres. Mais l'étoile de ceux de la grande race était en train de mourir, et ils se préparaient à émigrer en masse, dans le temps, soit vers l'avenir, soit vers le passé, et à occuper des corps plus durables que les corps rugueux qu'ils occupaient alors. L'éducateur m'assura qu'il y avait parmi mes compagnons non seulement des arboricoles de Vénus, mais aussi des représentants de la race semi-végétale de l'Antarctique pélagique. Non seulement des individus de la civilisation Inca du Pérou, mais aussi des terrestres destinés à survivre aux explosions nucléaires, quoique terriblement modifiés par les mutations consécutives au contact avec les matières radioactives qu'après la guerre atomique laisseraient retomber les bombes au cobalt et à l'hydrogène. Il y avait aussi non seulement des êtres fourmis de Mars, mais des citoyens de la Rome antique, et des hommes qui ne viendraient que dans 50 000 ans. Il y en avait bien d'autres, de races innombrables venues de mondes que je connaissais, d'autres séparés de mon époque par des milliers d'années. Car ceux de la grande race pouvaient se déplacer à volonté dans le temps et l'espace. Les corps rugueux n'étaient qu'un hôte provisoire. Plus fugace que d'autres.
L'endroit où ils menaient maintenant leurs gigantesques enquêtes, gonflant leurs archives de l'histoire de tous les temps et de tous les pays, n'était pour eux que le siège d'un bref séjour, avant de partir sous une nouvelle forme, continuer ailleurs, une nouvelle existence. Tous ceux qui travaillaient dans l'incommensurable bibliothèque contribuaient à l'établissement des archives, chacun écrivant l'histoire de sa propre époque. Lorsqu'ils lançaient de leurs représentants dans l'éternité, ceux de la grande race s'assuraient la connaissance des êtres et des mœurs de ces temps encore inconnus. Les esprits dont ils prenaient la place venaient occuper celle des absents, jusqu'à ce que ceux-ci soient prêts à réintégrer leur chair et leur identité. La grande race avait construit une machine qui lui permettait d'abolir le temps et l'espace. Ce n'était pas une de ces grossières machines inventées par l'humanité. Elle détachait l'esprit avec le corps et en assurait la projection dans le temps, vers l'avenir ou vers le passé. Lors des migrations de masse, ceux de la grande race partaient sans s'encombrer de rien. Tout leur attirail, les produits fabriqués et inventés, la grande bibliothèque elle-même, ils laissaient tout derrière eux. La grande race recommençait alors à édifier ailleurs sa civilisation. Ils espéraient obstinément échapper à un holocauste menaçant. Car il était toujours à craindre que les grands anciens, le grand Astur, l'innommable Cthulhu qui gît dans les abysses, Nyarlathotep le messager, Azathoth, Yog-Sothoth, toute leur atroce progéniture, tout cela brise leur fer et s'allie aux dieux anciens qui attendent leur heure, enfouis dans leurs repères au bout des siècles, parmi les étoiles. Ce serait alors une bataille décisive, titanesque et cosmique. Ainsi rêvait le plus souvent Piper. Sans doute n'était-ce pas un rêve inconnu, où les événements se succédaient avec rigueur et logique. Je crois qu'il se répétait fréquemment, et chaque fois avec de nouveaux détails. La façon d'être de Piper, pendant sa brève période d'état normal, était, quant au rêve, le contraire de tout ce à quoi on aurait pu s'attendre. C'est dans la vie réelle qu'il imitait les actes de ce qu'il décrivit plus tard comme des cônes rugueux peuplant ses rêves. C'est bien entendu le contraire qui aurait dû se produire. C'est après ses rêves, et non avant, qu'il avait dû essayer de saisir les objets comme avec des griffes, parler avec ses mains, etc. Il est significatif que les choses se soient passées autrement. Un second rêve récurrent m'a paru n'être qu'un complément du premier. Une fois de plus, Piper était au travail à la haute table dans l'immense bibliothèque sans rien pour s'asseoir. Les cônes rugueux n'étaient pas bâtis pour cela. Une fois encore, l'instructeur condamné s'était arrêté pour lui parler, et Piper l'avait questionné sur certains modes de vie de ceux de la grande race. Je lui demandais comment ceux de la grande race pouvaient espérer garder le secret de leurs desseins, puisqu'ils envoyaient sur l'étoile noire les esprits qu'ils avaient déplacés. Il me répondit que cela se faisait de deux façons. Premièrement, tout souvenir de cet endroit était soigneusement effacé dans chaque esprit déplacé qui devait réintégrer sa première enveloppe, en avant ou en arrière dans le temps. Deuxièmement, si l'esprit gardait quelques souvenirs de ce qui lui était arrivé, ils étaient incohérents, ne présentaient aucune forme de sens, et qui que ce soit essayait de les coordonner, d'y comprendre quelque chose, le résultat apparaîtrait comme si peu croyable qu'on parlerait à coup sûr d'imagination surmenée, pour ne pas dire de maladie mentale. L'instructeur poursuivit. Les esprits de la grande race étaient autorisés à choisir leur habitat. Ils n'étaient pas envoyés dans la première demeure venue. L'esprit qu'ils déplaçaient pour prendre sa place était envoyé au lieu où se tenaient alors ceux de la grande race. Ceux-ci s'adaptaient au mode de vie des civilisations qu'ils avaient choisies. Ils y demeuraient jusqu'à ce qu'ils aient découvert les traces de la culture, des millions de fois millénaires, qui avaient culminé dans le grand combat des dieux anciens contre les dieux ancêtres. Ceux de la grande race, dans ces civilisations entièrement nouvelles pour eux, désiraient surtout savoir ce qui les reliait aux anciens. Au fond, ils n'avaient jamais souhaité que la solitude et la paix, mais il leur fallait craindre l'opposition des serviteurs fanatiques des anciens.
Il arrivait souvent que lorsqu'un esprit déplacé par ceux de la grande race avait réintégré son enveloppe, on s'assurait par le contrôle d'un autre esprit qu'il avait absolument tout oublié. Sinon, on procédait à un nouveau transfert. L'instructeur me conduisit aux chambres souterraines de la grande bibliothèque. Il y avait partout des livres, des manuscrits, par caisses, rangés sous des voûtes rectangulaires faites de quelques métals inconnus et éclatants. Les archives étaient classées selon certains critères très bien définis. Je remarquai que les rugueuses créatures de l'étoile noire étaient censées occuper un rang supérieur à l'homme, lequel était tout près de l'ordre des reptiles qui l'avait immédiatement précédé sur la Terre. Chose qui me fut confirmée par l'instructeur. Il m'expliqua que ceux de la grande race maintenaient le contact avec la Terre pour une raison précise. Elle avait été le cœur d'un champ de bataille gigantesque entre les dieux ancêtres et les dieux anciens. Et ce que les hommes ne savaient pas, c'était que bien des suiveurs de ces dieux avaient survécu sur Terre. On aurait pu y trouver ceux des profondeurs dans les abysses, les peuples batraciens de Polynésie, les habitants d'Innsmouth dans le Massachusetts, les redoutables Tchotchos au Tibet, les Shantak de Kadat dans les solitudes glacées, et bien d'autres. Sur tous, la grande race avait le plus grand intérêt à être bien informée. Il lui faudrait peut-être un jour effectuer une nouvelle retraite vers cette verte planète où elle avait d'abord vécu. Pas plus tard qu'hier, me dit mon interlocuteur, et c'était loin car la longueur d'un jour ou d'une nuit là-bas équivalait à une semaine terrestre, un des esprits était revenu de Mars. Il avait raconté que cette planète était beaucoup plus proche de sa fin que l'étoile noire. C'était une possibilité de moins. Après ces explorations souterraines, l'instructeur me mena au sommet du bâtiment. C'était une haute tour couronnée d'une coupole taillée dans une substance ressemblant au verre. De là-haut, je dominais le paysage. Je constatais alors que ce que j'avais pris pour des fougères géantes n'était qu'un amas de feuilles vertes desséchées et mortes. À la lisière lointaine de cette étrange forêt s'étendait un désert, s'inclinant vers un golfe sombre que mon guide m'expliqua être le lit desséché d'un immense océan. L'étoile noire était passée par l'intérieur de l'orbite d'une nova. Elle était lentement et sûrement vouée à la mort. Comme ce paysage avait l'air bizarre en vérité. Les arbres apparaissaient minuscules à côté des gigantesques constructions du haut desquelles nous les contemplions. Nul oiseau ne volait dans le ciel grisâtre. Pas de nuages, pas de brume, pas de brouillard ne flottait au-dessus des abîmes. La lumière du soleil lointain qui éclairait l'étoile noire arrivait obliquement du fond des espaces, en sorte que le paysage était à jamais baigné dans une irréalité pâle. Le spectacle me fit frissonner. Les rêves de Piper étaient envahis par une peur grandissante. Cette peur semblait le tourmenter sur deux plans invariables, un qui le retenait à la terre, l'autre qui l'attachait à l'étoile noire. Un thème secondaire apparut 2 ou 3 fois dans la texture de ses rêves. Il avait l'autorisation d'accompagner le gardien instructeur dans une chambre ronde qui devait se trouver au fond de la tour colossale. Chaque fois, un des habitants était étendu sur une table entre les dômes éblouissants d'une machine qui émettait une lumière hachée et ondoyante. La source était peut-être électrique, mais pas plus qu'aux lampes sur les tables de travail, on ne voyait de fils, de câbles ou de connexions. Au moment où les pulsations lumineuses étincelèrent d'un éclat plus vif, le cône rugueux gisant sur la table tomba dans un espèce de coma, où il resta un certain temps. Ensuite, la lumière vacilla, le bourdonnement et la machine s'arrêtèrent, le cône revint à la vie, et se mit tout aussitôt à jacasser, très excité, en émettant une série de sifflements et de caquettements. Piper comprenait tout ce qu'il disait, et chaque fois il était persuadé d'avoir assisté au retour d'un esprit de ceux de la grande race, tandis que l'esprit déplacé qui avait occupé en son absence le corps du cône rugueux était renvoyé à son légitime propriétaire. Le cône ressuscité disait chaque fois la même chose. C'était un rapport sommaire du séjour de cet esprit loin de l'étoile noire. Une fois, un esprit de la grande race était revenu de la Terre après avoir passé 5 ans dans le cerveau d'un anthropologiste britannique.
et il prétendait avoir vu par ses yeux les endroits où attendaient les serviteurs fanatiques des grands anciens. Quelques-uns avaient été détruits en partie, comme par exemple sur une certaine île proche de Bonap, dans le Pacifique, et sur le récif du Diable, au large d'Innsmouth, dans une caverne de la montagne, un étang près de Pichu Picchu. Mais d'autres, sans lien entre eux, étaient éparpillés çà et là. Les anciens, demeurés sur la terre, étaient emprisonnés sous une étoile à 5 branches, le sceau des ancêtres. La terre était au premier rang des lieux que ceux de la grande race envisageaient plus tard d'habiter et d'occuper, malgré les dangers de guerre atomique. Il était clair dans la suite des rêves de Piper et en dépit de leur confusion que la fuite de la grande race vers quelque étoile ou planète éloignée de la sienne était proche. Il y avait sur la Terre des étendues couvertes de glace, de vastes déserts de sable brûlant qui lui auraient offert un havre de paix. Au fond, les rêves de Piper étaient presque toujours identiques à eux-mêmes. Il y avait les vastes constructions mégalithiques en blocs de basalte, toujours ce labeur interminable poursuivi par des êtres qui ne dormaient jamais. Toujours l'impression d'être prisonnier. Quant à la vie, la vraie, la vie éveillée, c'était pour Piper une peur éternelle et inguérissable. On arrivait à la conclusion que Piper, victime d'un très grand trouble de l'esprit, était un de ces malheureux qui ne peuvent pas voir la réalité du monde où elle est, incapable de faire la part des choses entre le monde du sommeil, le monde des rêves et celui de la veille, où ils parlent, marchent, agissent. Je dois dire que ce diagnostic ne me satisfait pas entièrement, et l'avenir allait prouver à quel point j'avais raison. Je soignais Amos Piper depuis un peu moins de 3 semaines. Je constatais pendant ce temps, à mon vif chagrin et aux grandes dames du traitement que je lui faisais suivre, une détérioration constante de son état. Les symptômes hallucinatoires, ou du moins je le crus, commençaient à apparaître. Victime d'une illusion paranoïaque, il se croyait sans cesse suivi et surveillé. Le point culminant fut atteint lorsqu'il m'envoya par messager une lettre écrite en toute hâte. Cher docteur Corey, peut-être ne vous reverrai-je jamais. Je tiens à ce que vous le sachiez, je n'ai plus aucun doute sur ce qui est en train de m'arriver. Je suis persuadé que je suis observé depuis quelque temps maintenant, non pas par un être terrestre, mais par un des esprits de la grande race. Car je suis maintenant convaincu que toutes mes visions et tous mes rêves remontent à la période de 3 ans pendant lesquels j'ai été déplacé. Ou pas moi-même, comme dirait ma sœur. La grande race existe. Elle existe en dehors de mes rêves. Elle a existé bien avant que l'homme soit capable de mesurer le temps. Je ne sais pas d'où, que ce soit sur l'étoile noire, du taureau ou beaucoup plus loin, mais ceux de la grande race se préparent à émigrer de nouveau, et l'un d'eux n'est pas loin. Je n'ai pas perdu mon temps entre mes visites à votre cabinet. J'ai pu faire quelques enquêtes privées et personnelles. Plusieurs analogies avec mes rêves m'ont intrigué. Par exemple, qu'est-il arrivé réellement dans la ville d'Innsmouth en 1928, à tel point que le gouvernement a dû faire éclater des charges sous-marines sous le récif du Diable situé sur la côte atlantique, au large de cette ville. Que s'est-il passé dans cette ville maritime pour provoquer l'arrestation et la déportation de la moitié de ses habitants? Quel lien y avait-il entre les Polynésiens et les gens d'Innsmouth? Et qu'est-ce que l'expédition antarctique de Miskatonic de 1930 a découvert dans les montagnes hallucinées? Il fallut étouffer et resta un secret sauf pour les savants de l'université. Quelle autre explication y a-t-il au récit de Johansen qu'une confirmation de la légende de la grande race? N'en existe-t-il pas autant dans les légendes antiques des Incas et des Aztèques? Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, mais je n'ai pas le temps. J'ai découvert par dizaines des incidents de ce genre qui tissent une trame subtile. La plupart ont été étouffés, gardés secrets et supprimés. Le monde est bien assez agité. L'homme, après tout, n'est bien qu'un court événement à la surface d'une seule planète dans un seul des univers qui peuplent l'infini. Seuls 2 de la grande race connaissent le secret de la vie éternelle. Ils se déplacent dans le temps et l'espace, occupent un lieu puis l'autre,
devenant selon les circonstances animales, végétales ou insectes. Je dois me hâter, j'ai si peu de temps. Croyez-moi, mon cher docteur, je sais de quoi je parle. Eu égard à cette lettre, je ne fus pas très surpris d'apprendre que Miss Abigail Piper, que son frère avait eu une rechute, peu de temps après l'avoir rédigée. Je me hâtai vers la demeure de Piper et ce fut lui qui vint m'ouvrir. Il était radicalement transformé. Tout en lui témoignait d'une fermeté que je ne lui avais jamais connue dans mon cabinet de consultation. Il m'assura qu'il avait enfin pris le contrôle de lui-même, que les visions qui l'avaient tourmenté s'étaient évanouies, qu'il dormait d'un sommeil paisible, que ne troublait plus aucun rêve néfaste. En vérité, je ne pouvais pas douter qu'il fût guéri, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Miss Piper m'avait écrit cette note angoissée. Peut-être était-elle tellement habituée à l'état anormal de son frère qu'elle avait pris son amélioration pour une rechute. Cette guérison était d'autant plus surprenante que, de toute évidence, ses peurs, ses hallucinations, et sa nervosité, et finalement sa lettre hâtive, tout ça, mieux que le plus criant des symptômes physiques, annonçait l'effondrement de ce qui lui restait de raison. Je fus ravi de sa guérison et le félicitai. Il accepta mes félicitations avec un léger sourire, puis s'excusa, justifiant qu'il avait beaucoup à faire. Je promis de revenir le voir dans moins d'une semaine, pour surveiller tout symptôme d'une éventuelle rechute. 10 jours plus tard, je vins le voir pour la dernière fois. Je le trouvais bienveillant et poli. Miss Abigail Piper était là, un peu affolée, mais ne se lamentait pas. Piper n'avait plus ni rêve ni vision. Il était même de parler très franchement de sa maladie. Il traitait avec le plus grand mépris tout ce qui aurait pu faire penser à une désorientation, un déplacement. Et je voyais bien qu'il avait une peur affreuse que je m'en souvienne. Je passais avec lui une heure très agréable. Et je ne pouvais m'ôter la conviction que si l'homme éperdu que j'avais rencontré dans mon cabinet était un homme d'une intelligence égale à la mienne, Amos Piper, que je rencontrais ce jour-là, avait une intelligence qui la dépassait de 100 mètres. Au moment de ma visite, il m'apprit ce qui m'impressionna fort, qu'il allait se joindre à une expédition en route vers les déserts d'Arabie. Je ne pensais pas alors faire un rapprochement avec les étranges voyages qu'il avait déjà accomplis, mais les événements qui me suivirent ne me le rappelèrent que trop. 2 nuits plus tard, mon cabinet fut cambriolé. Tous les documents relatifs au cas d'Amos Piper avaient été dérobés dans mes dossiers. Mu par une intuition que je ne m'explique pas, j'avais eu assez de présence d'esprit pour prendre copie de ses récits les plus caractéristiques, aussi bien que de la dernière lettre qu'il avait rédigée, car elle aussi m'avait été volée. Comme ces documents ne pouvaient avoir ni sens ni valeur pour personne sauf pour Amos Piper, et comme Amos Piper était maintenant apparemment guéri de son obsession, la seule raison qui motivait cet étrange cambriolage était en elle-même étrange, et j'hésitais à l'envisager. En outre, je savais que le voyage de Piper commençait dès le lendemain. Il était donc possible, et même probable. Il avait été l'instrument, je dis bien l'instrument, du vol. Si Piper était guéri, quelle nécessité y avait-il, pour lui, à récupérer ses documents? Il n'en était pas de même s'il avait rechuté. Il n'aurait alors pensé qu'à les détruire. Piper avait peut-être été déplacé une fois de plus, mais qui pourrait s'en apercevoir? L'esprit de celui de la grande race qui avait pris la place du sien était déjà forcément accoutumé aux façons humaines de vivre. Pour incroyable que fût cette hypothèse, je m'appuyais sur elle pour me livrer à quelques enquêtes personnelles. J'avais dans l'intention de passer une semaine, peut-être même 2, à chercher à résoudre quelques-unes des questions que posait la dernière lettre de Piper. Mais les semaines ne suffisaient pas. Elles devinrent des mois. Et à la fin de l'année, j'étais plus perplexe que jamais. Je tremblais au bord du même abîme qui avait hanté Piper. Car il s'était vraiment passé quelque chose à Innsmouth en 1928. Le gouvernement
Lui-même avait été alerté. Rien d'officiel n'avait transpiré. Il n'y avait eu que de vagues et terrifiantes allusions à certains peuples batraciens de Ponap. Et il y avait eu des découvertes étrangement troublantes au temple antique d'Angkor Wat. Des découvertes liées autant à la culture des Polynésiens qu'à celle de tribus du nord-ouest américain, liées à d'autres découvertes faites aux montagnes hallucinées par une expédition de l'université de Miskatonic. Il y avait des dizaines de phénomènes de ce genre, tous ensevelis dans le mystère et le silence. Et ces livres interdits qu'Amos Piper avait consultés, je les ai trouvés à l'université de Miskatonic. Et ce que je lus était suggestif, terriblement suggestif, à la lumière de tout ce qu'avait dit Amos Piper, et dont, par la suite, j'en avais eu la confirmation. Il était dit, de façon oblique, que quelque part une race d'êtres infiniment supérieurs, appelez-les les dieux ou ceux de la grande race, ou comme vous voudrez, peuvent libérer les esprits et les envoyer à travers le temps et l'espace. Si nous acceptions ce concept de base, alors il pouvait être tout aussi vraisemblable que l'esprit d'Amos Piper ait encore une fois été déplacé par cet esprit de la grande race, envoyé pour vérifier qu'il était purgé de tout souvenir de son séjour sur l'Étoile Noire. Mais les faits les plus confondants, affreusement confondants, ne vinrent que graduellement au jour. J'ai pris la peine de chercher tout ce qui pouvait concerner les membres de l'expédition vers les déserts d'Arabie et qui avaient rejoint Amos Piper. Ils venaient de tous les points de la Terre, et c'étaient tous des hommes susceptibles de s'intéresser à une expédition de ce genre. Un anthropologiste britannique, un paléontologue français, un savant chinois, un égyptologue et bien d'autres encore. Et j'appris que chacun d'entre eux, comme Amos Piper, avait, au cours des 10 années précédentes, souffert d'attaques variées, décrites de façon différente, mais où je reconnus un indéniable déplacement de personnalité, très précisément comme dans le cas d'Amos Piper. Quelque part dans les immenses solitudes désertes de l'Arabie, l'expédition tout entière disparut de la surface de la Terre. Il était peut-être inévitable que mes enquêtes insistantes éveillent l'attention en des lieux hors de mon domaine. Hier, un malade est venu me consulter. Il y avait quelque chose dans son regard qui me fit penser à Amos. La dernière fois que je le vis, une supériorité distante et protectrice. Elle me crispa, en même temps que je sentis une certaine maladresse dans mes mains. La nuit dernière, je l'ai revu, passant sous le lampadaire, devant la maison. Une fois encore, ce matin, il me surveillait, comme s'il épiait une victime, dans des dessins inavouables. Et maintenant, traversant la rue. Les pages éparpillées du manuscrit ci-dessus furent trouvées sur le parquet du cabinet du docteur Nathaniel Corey, quand son assistante appela la police. Il y avait du tapage de l'autre côté de la porte fermée. Quand la police enfonça cette porte, elle trouva le docteur Corey et un malade non identifié à genoux sur le plancher, tous deux essayant vainement de pousser des feuilles de papier vers les flammes de la cheminée. Les deux hommes semblaient incapables de se saisir des pages, mais les poussaient devant eux à coups de coude, avec d'étranges mouvements de crabe. Ils ne prêtèrent aucune attention à la police, tout occupés à la destruction du manuscrit, avec des efforts inhumains et une précipitation frénétique. Aucun des deux ne fut capable d'expliquer intelligemment ou de façon cohérente avec la police ou les médecins. Comme après un examen compétent, tous deux semblaient avoir souffert d'un profond déplacement de la personnalité. Ils ont été enregistrés et internés pour une durée indéterminée à l'Institut Larkin, la clinique privée bien connue pour maladies mentales.